construit une microcosme, mais l'Alsace-Moselle a un droit particulier, et même la Bretagne, même si c'est un micro-droit particulier. Donc, on peut imaginer une troisième voie, évidemment avec des importations adaptées de systèmes qui fonctionnent parallèlement, c'est ce que nous faisons en France, par exemple, avec l'Ombudsman scandinave, et en conciliant ce droit avec les particularismes locaux. Je pense que quand on sait où on a les pieds, c'est ce que je disais tout à l'heure, là on sait où on va, c'est-à-dire qu'on peut être ancré dans un droit local, un droit coutumier, etc. C'est ce qui se passe dans certains territoires français, tout en ayant une vision nationale, ou en tout cas une vision d'un avenir commun. Donc voilà, j'ai dû résumer, hein, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que les élites qui ont émergé après l'indépendance n'avaient qu'un modèle en tête, et ça paraissait parfaitement, et ce modèle paraissait légitime. Entre-temps, les générations ont passé, et je pense qu'on peut, avec le temps évidemment, on peut imaginer d'autres formes, une troisième voie, qui tiendrait non pas du modèle, mais d'une voie originale, en puisant tout ce qui peut être utile de part et d'autre. C'est une affaire de temps, évidemment, dans un monde où nous sommes tous pressés, et voilà, puisque nous sommes pressés, je vous cède la parole. Merci. Merci, chers collègues, et bravo pour l'exploit. Je demande à chacun des intervenants de faire une demi-leçon d'agrégation. Finalement, c'est ça. Et Dieu sait si c'est compliqué pour un universitaire, puisque si nous sommes agrégés, c'est parce que nous avons une capacité à discuter qui est assez forte, et une capacité à convaincre en 15 minutes, c'est un défi. Mais vous l'avez réalisé, et l'option que vous défendez sur le polycentrisme en France, finalement la multiplicité des foyers normatifs, pose en corollaire du coup la question, et dans le cadre de la transformation du droit et du droit public, c'est certainement peut-être une question à se poser, c'est après la question de la gestion de ce pluralisme juridique. Et alors sur le plan interne, évidemment, dans le contexte camerounais, voilà une question absolument essentielle, pluralisme de coopération, de superposition, quelle place pour les droits traditionnels et les droits homogènes, et le principe de spécialité auquel vous faites référence pose clairement en France l'articulation, par exemple, des lois de l'État en Nouvelle-Calédonie avec le droit de la République française. Un certain nombre de pistes ici sont trouvées et incarnent véritablement, je crois, une profonde mutation de notre droit. Allez, je n'abuse pas des temps de parole. Merci infiniment. Je laisse la parole à Madame la doyenne Catherine Lecomte pour nous parler de l'entrée des femmes dans la fonction publique et ce, dans le délai imparti. Madame la doyenne, chers collègues, vous avez la parole. Merci, j'ose pas dire, chers collègues, je dirais, chers amis, compte tenu des souvenirs communs que nous avons entre le condo ou nos maîtres et ceux qui sommes contemporains. Tout d'abord, mais sans vouloir pas perdre de temps, puisque c'est le béaba de son agrégation, disiez-vous, je voudrais remercier le doyen Bois de son invitation à laquelle je suis ô combien sensible. Je voudrais également remercier mon voisin de l'ardeur, de la ténacité et de l'esprit de finesse avec lequel il a organisé ce colloque. Et je ne saurais oublier mon collègue, ami et candidat au CAMES qui se cache quelque part, qui est votre directeur du Centre d'études documentaires. Bon, alors je dois vous parler de l'entrée des femmes dans la fonction publique. Nous avons tous entre les mains un papier qui montre bien que le sujet est à l'ordre du jour et qu'il a évolué, puisque sur le programme, nous apparaissons pour certaines, maître agrégé E, professeur E. Il y a donc eu un long chemin à parcourir, et c'est ce chemin que j'aimerais vous faire parcourir en une introduction et deux parties. Il y aura peut-être une troisième partie. Je commencerai, historien du droit je suis, historien du droit je reste, je commencerai par la Grèce antique, qui vous est chère, l'Antiquité vous est chère, l'Égypte aussi, et Échille affirmait la supériorité de l'homme sur la femme, sauf lorsque la femme était séductrice. Je continue en disant que Jean Bodin, et nous le connaissons bien, en 1577, dans les 6 livres de la République, écrivait « La loi a défendu à la femme toutes les charges et offices propres aux hommes ». Nous arrivons sous le règne de Louis XIII, excusez-moi, je prends des références françaises, et vous le connaissez mieux que nous. En 1626,
alors qu'une régente gouverne la France, une femme s'inquiète de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle a l'outrecuidance de publier un livre, Égalité des hommes et des femmes, Marie Tournay, et elle écrit dans ce livre, on réserve à la femme la servitude, l'ignorance, la faculté de faire la sotte si ce jeu lui plaît. Voici les femmes bien gratifiées. Je passe un bon siècle. J'arrive à la Révolution le 7 octobre 1789, témoigne de Méricourt, convoque les femmes pour qu'elles réclament leur indépendance juridique. Elles étaient mineures juridiquement. Et Olympe de Gouges, le nom vous est particulièrement connu, Olympe de Gouges demande que toutes les citoyennes, tiens, on ne parle plus de femmes, on parle de citoyennes, toutes les citoyennes doivent être admissibles aux emplois publics. Nous sommes en octobre 1789, il reste encore un long temps à parcourir. Et puis, bien sûr, nous connaissons tous le Code civil, nous connaissons tous les travaux de Cambacérès, mais on connaît peut-être au moins le livre humoristique qui a été composé en 1811 par De Combrousse, qui écrit « Marie, la femme a droit à ta protection. » Vous voyez, c'est le rôle qui vous attend. « Femme, il faut la payer de ta soumission. » Nous sommes au début du XIXe siècle et le Code civil déclare les femmes mariées incapables de contracter. La veuve, en revanche, avait quelques droits. Et puis, une note d'humour, je remonte un peu le temps. Nous avons tous, dans nos classes secondaires, ouvert l'école des femmes, Molière. Et Molière n'a-t-il pas écrit « Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance ». Il n'en reste quand même pas moins qu'au cours de ces siècles que je viens de chevaucher avec un cheval galop, les femmes ont travaillé dans l'ombre. Elles ont travaillé dans la paysannerie. Elles ont aussi travaillé lors des premières révolutions industrielles. On avait bien besoin du travail des femmes. Alors là, on ne le disait pas ouvertement, mais les dossiers d'archives qu'on ouvre montrent qu'on avait besoin du travail des femmes pour deux raisons. La première, c'est qu'elles avaient, excusez-moi messieurs, elles avaient les mains plus fines, donc elles pouvaient aller dans certains ateliers et se livrer à des travaux qui demandaient davantage de précision. Elles étaient employées à des besognes très vives qu'elles acceptaient, elles étaient dépourvues de qualification et elles avaient des rémunérations qui n'étaient pas maigres, elles étaient solitiques. Sous la Restauration, nous arrivons, mais je n'ai pas envie de vous faire un tour de droit français, maintenant, vous allez voir où je vais en venir. Sous la Restauration, ce sont des journaux de mode, notamment le Journal des Demoiselles, qui va perdurer jusqu'à la Révolution de 1848. Entre parenthèses, la Révolution de 1848 établit la fraternité. Donc ce sont des journaux de mode qui subitement commencent à parler de l'indépendance financière des femmes, qui parlent de leur formation professionnelle. Oui, les cousettes, ça avait de la formation professionnelle, de l'égalité juridique, et pire, on parle du droit au suffrage. En 1848, Florent Tristan influence les socialistes qui prennent le pouvoir et demande que les femmes soient émancipées. Et c'est alors là qu'est créée la première association des femmes qui revendique brièvement, le temps est compté, je vais dire la qualité. 1896, Marguerite Durand crée un congrès féministe, accompagné d'un journal, et on demande qu'il y ait identité des droits dans l'accès au travail entre les femmes et les hommes. Et alors, c'est monstrueux, elle déclare que la femme est plus créatrice que l'homme. Marguerite Durand, en 1900, monte un deuxième congrès féministe et s'interroge sur le thème de l'accès au travail des femmes. Et c'est là que se forme, entre le début du XXe siècle et les années 1920, des syndicats de femmes, notamment des syndicats de femmes dactylographes,
car on a introduit la machine à écrire Remington, et dans les bureaux, on emploie les doigts des femmes, paraît-il, plus fins, pour leur faire taper sur ces vieilles machines dont vous avez, comme moi, vu des images. Et puis, on crée aussi des postes d'employés aux écritures. Il n'en reste quand même pas moins que le travail de la femme est encore, lorsqu'il existe, soumis jusqu'à la loi du 18 février 1938, donc on n'est pas si loin de l'époque qui est la nôtre, jusqu'à la loi de février 1938, elle est soumise à l'autorisation de son mari. Elle ne peut exercer un travail rétribué que si son mari en est d'accord. Alors les femmes vont tenter, indiscutablement, de pénétrer dans l'administration. Et c'est là où je rejoins tout à fait votre sujet. Elles vont tenter de pénétrer dans l'administration, et on va apprendre d'une manière pyramidale, les ministères, les administrations départementales, ça vous concerne au premier titre, ce n'est pas un modèle spécifiquement français, les administrations communales. Alors dans les ministères, on redoute l'arrivée de la femme, et elle arrive d'une manière un peu biaisée. Si on veut faire carrière dans l'administration, il vaut mieux qu'on ait une femme qui ait la connaissance des mondanités. Il vaut mieux qu'on ait une femme qui sache recevoir, qui ait son jour. Et si nous prenons des livres de littérature, quels que soient les auteurs du XIXe siècle, je citerai Balzac par exemple, on sait qu'un chef de service dans un ministère peut avoir de l'avancement s'il organise chez lui, grâce à sa femme, un certain nombre de modalités. Les stratégies matrimoniales sont également importantes. Voilà le rôle de la femme. Et puis, ultime rôle de la femme dans les ministères, les domestiques. Effectivement, elles sont concierges, elles sont lingères, c'est toujours un personnel de l'ombre. À la fin du XIXe siècle, elles prennent un peu plus d'ampleur lorsque le dactylographe, je parlais de l'arrivée tout à l'heure de la machine à écrire, elles deviennent également sténographes. Et elles créent un syndicat en 1915 de femmes et de dames sténographes. Un auteur dira même place aux femmes. Il faudra toujours le tempêter, le crier, ça ne changera pas beaucoup la situation. En revanche, un événement qui s'écoule sur 4 années va fondamentalement faire évoluer la reconnaissance de la femme dans les services publics. Cet événement, nous le connaissons tous, c'est la guerre de 1914-1918. Les hommes sont au front, que ce soit au nord de la Méditerranée, ou que ce soit également un peu au sud de la Méditerranée, et à ce moment-là, on a recours à la femme. La femme devient institutrice, la femme devient secrétaire de mairie, la femme devient personnel auxiliaire. Mais toujours moins payée, et il y a des fantasmes, et pas les moindres. Si la femme est dans un bureau, écrit-on, le bureau devient large. Quelle image faite des femmes? Les femmes vont essayer de se présenter au XXe siècle à des concours de fonctionnaires. Un président de la République, je vais bien prononcer son nom, il n'y a pas d'équivoque, le président Alexandre Millerand, en 1892, va ouvrir les premiers concours d'inspectrices du travail. Et puis on continuera à délivrer des certificats d'aptitude professionnelle, et notamment, on emploiera des femmes au ministère de la Justice, au ministère des Colonies, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Instruction publique. On a créé des commissions de révision des services publics, pas question des femmes, loin de là. Les ministères qui emploient de préférence des femmes sont au début dans la première partie du XXe siècle. Le ministère du Travail, des veuves de guerre, emploi réservé. Le ministère des Travaux publics emploie des copistes. Il emploie des dactylos pour remplir des bordereaux.
Le ministère des pensions, les pensionnés de guerre, qu'on appellera après le ministère des anciens combattants, emploie des sténos, des classeuses, des manutentionnaires et des infirmières. Le ministère de l'Agriculture, curieux, va employer des femmes dans des laboratoires de météorologie. Est-ce que la femme commencerait à avoir un statut moins besogneux et un peu plus éclatant? Dans le monde de la justice, vous savez bien entendu que la première femme avocate, Jeanne Chauvin, 1892, c'est pas très vieux. La première femme présidente d'une cour d'appel, 1978. 1929, les femmes rentrent dans les études de notaire, les femmes rentrent dans les études d'avoué. Mais il n'en reste quand même pas moins qu'on les caricature. On parle de femelles dévouées. On dit que la vie bureaucratique, c'est la vie du foyer. On dit qu'on parle du prolétariat des bureaux, et quand on parle du prolétariat des bureaux, on parle des femmes. Dans cette course sans fin à la reconnaissance de leurs droits, les femmes sont aidées par des concours, notamment un concours qui est ouvert par la ville de Paris à la fin du XIXe siècle, ouvert pour donner à ces femmes un statut, mais un statut un peu plus enviable. Et puis nous savons que les décennies passant, les femmes vont pénétrer à l'école d'administration. Mais attention, lorsque l'école d'administration sera créée, non pas celle de 1848, mais celle qui est postérieure à la Première Guerre mondiale, la première promotion comptera une femme. On comptera également des femmes, une seule, à l'école polytechnique. Les femmes cherchent à devenir chefs de bureau. Bien sûr, elles ont des emplois subalternes. Quand elles veulent devenir chefs de bureau, on dit ce sont des carriéristes. Et un auteur bien connu, et notamment M. Doyen, le professeur Weissmann, dira l'exclusion des femmes est légitime par une loi naturelle de la division du travail, aussi ancienne que la civilisation. Alors on va tenter d'obtenir des statuts. Ces statuts en 1945 sont encore discutés. Le professeur Marcel Valine va écrire que ce n'est pas une règle d'ordre public que de faire concourir des femmes, des athlètes à ces concours, car la femme doit rester au foyer, fonder une famille, élever ses enfants. Les femmes vont en revanche être utilisées dans les administrations locales. Dans les administrations locales, départementales alors, à petite dose. Car dès qu'une femme, dans une administration départementale, a une prétention, dès qu'elle a une prétention à l'avancement, elle apparaît comme étant une concurrente déloyale et de toute façon, elle passe devant un jury qui est un jury masculin. Les femmes ont quelques emplois sédentaires et notamment des emplois sédentaires dans les mairies. Dans les mairies, elles deviennent permanentes, elles deviennent non seulement un personnel de bas étage, mais également un personnel d'exécution. Il y a des concours qui sont ouverts entre les deux guerres, notamment pour des femmes qui auraient des aspirations à pénétrer dans les bibliothèques pour en devenir conservateurs. Et si on en compte 4 en France avant la guerre de 39-45, c'est bien compté. Les femmes occupent des emplois dans les services extérieurs de l'État, notamment dans les transports publics. Et dans les transports publics, elles sont mal payées. Elles y occupent ces emplois parce qu'elles ont des logements. On va même jusqu'à dire que si une femme travaille dans un couple, il est normal qu'elle soit sous-payée car elle ne fait que rapporter un plus à l'argent du ménage. Elles vont néanmoins se professionnaliser. Elles vont se professionnaliser notamment dans des domaines qui leur sont peut-être au départ plus adaptés. Elles vont passer entre 1910 et 1940 les concours d'architecture
de paléographe, elles vont passer les concours de l'école du Louvre. Et puis il y a un dernier point par lequel je voudrais terminer, c'est que le statut de la femme et l'accès de la femme dans les fonctions publiques a été une question qui a commencé à se poser lorsque les congrégations n'ont plus suffisamment de religieuses pour assurer les services hospitaliers, pour assurer les services de l'enseignement. Et la diminution ou le rejet de ces congrégations et de ces femmes qui sillonnaient les routes et qui sillonnaient les campagnes a naturellement, très lentement, sur 150 ans, permis à la femme fonctionnaire d'émerger. La femme fonctionnaire a émergé lentement, très lentement. Je n'oublie pas qu'en 1961, nous cinq autour de cette table, nous avons tous connu le vice-président du Conseil d'État, Marsolon, et Marsolon, en 1961, écrivait encore « Les concours doivent être réservés aux hommes, les femmes ne doivent pas coloniser les postes. » Et il a fallu, en 1974, Françoise Changard-Lagor, pour faire émerger les femmes. Il a fallu, entre les deux guerres, excusez-moi, je fais un aller-retour, la première femme agrégée de droit contemporaine de Jean Imbert, Marguerite Boulay-Sautel. Il a fallu en 1975 la première femme générale de l'armée de l'air. Et il m'a fallu en 1981 la première femme préfète. J'ai essayé, au pas de charge, je le reconnais, au galop, de les faire sortir des annales de l'anonymat, d'analyser un peu leur situation dans les services publics, et sans l'histoire des femmes dans les services publics, alors c'est facile, c'est une femme qui dit, l'histoire de la bureaucratie serait terriblement parcellaire. Merci de votre attention. Merci infiniment, chère Catherine, pour cette rétrospective qui est absolument intéressante. Moi, j'ai retenu la date de 1978, la justice, les femmes, et en Bordelais, souvent l'École nationale de la magistrature, où effectivement les promotions se féminisent de plus en plus, et c'est une tendance récente, et ce qu'on constate, c'est que l'accès au plus haut poste de la hiérarchie judiciaire, en tous les cas en France, reste encore quand même un peu monopolisé, même si ça tend à changer, mais monopolisé par les hommes. En tous les cas, on s'aperçoit ici qu'il y a une vraie mutation du modèle français, du modèle du service public et de l'administration française, qui progressivement s'est ouvert grâce au quel volontarisme, en tous les cas, aux femmes. Merci pour cet éclairage et cette rétrospective absolument intéressante. Et le mot de la fin du panel, si je puis dire, revient à l'auteur de cette convocation du panel. Professeur Albanais, je vous laisse la parole pour revenir sur la question des spécificités, cette fois des cadres de l'action administrative que vous présentez dans la casette de octroyée. Vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais vous redire et dire à tous les professeurs ici assis le plaisir que j'ai de vous aller à l'Université dans le cadre de cette activité. Il nous est donné d'entretenir l'auditoire sur la spécificité des cadres de l'action administrative en Afrique. Et nous avons été intéressés par les propos du doyen Magloire, du professeur Marcus et du professeur Lecomte. Il s'avère que les deux premiers ont essayé de discuter sur la spécificité du droit public en Afrique, avec sur certains points des positions divergentes, et que le professeur Lecomte apporte un élément qui, de mon point de vue, pourrait rassurer même sur la spécificité. Elle parle de l'évolution des femmes, comme pour dire que la femme en France avait un problème dans le droit public, c'est que la femme n'était pas facilement intégrée dans la fonction publique. Il s'avère qu'en Afrique, nous avons une société qui est dite matriarcale. Matriarcale, comme pour montrer la place importante de la femme. Parfois, elle n'a pas la première place de voix, mais de fait, elle aurait la première place. Et donc, à partir, puisque depuis le matin, on parle également de ces droits coutumiers, à partir de cet élément, on peut peut-être considérer
considéré qu'il y aurait des facteurs de divergence, au moins pour cet aspect. Justement, dans le cadre de l'étude des spécificités des cadres de l'action administrative en Afrique, il faut d'abord préciser que par cadre de l'action administrative en Afrique, on entend les manifestations de l'administration. L'administration est dotée d'une personnalité juridique en général, c'est la fiction juridique. Mais cette administration se manifeste par deux choses. D'abord, ses actes, et en plus, ses organes, donc ensuite, ses organes. De ce point de vue, en étudiant un certain nombre, en examinant le dispositif normatif d'un certain nombre d'États africains, on doit partir d'un postulat de base. Le postulat de base est qu'il y a effectivement un modèle, c'est le droit administratif français. Ce droit administratif a ses institutions, ses principes fondamentaux, mais, on vous l'a dit, certains auteurs apparaissent aujourd'hui comme étant le patrimoine universel des États qui ont cette tradition juridique, à savoir la distinction des branches du droit. Nous pourrions citer Kelsen, Duguy, Oriot. Et donc, les écrits de ces auteurs, leur doctrine, mais aussi, en laissant ces auteurs, on pourrait prendre la jurisprudence administrative française avec un certain nombre de principes généraux aussi, pour voir que ces éléments ont influencé le droit africain. Mais au-delà de l'influence, il y a eu une tropicalisation. La tropicalisation a été le point de démarquage, sinon de différenciation entre les cadres de l'action administrative en France et les cadres de l'action administrative en Afrique de manière générale. Il faut donc dire que si nous avions des universalismes présupposés avec le dispositif normatif français, ces universalismes sont édulcorés au regard des détails, au regard des distinctions, mais surtout, monsieur le modérateur, au regard des différences de logique juridique. Est-ce que l'Africain a les mêmes problèmes que le Français? Mais aussi, est-ce que l'Africain perçoit le droit comme le Français perçoit le droit? À partir donc de ces logiques, nous avons avancé une réponse en disant que l'administration particulière de l'exécutif en Afrique arbore la marque de la force de décision et d'action, faisant que la doctrine de la puissance publique importée est devenue une doctrine de la domination publique, ou plutôt du privilège prioritaire de l'administration. Et peut-être qu'à partir de ces critères, on peut essayer de rechercher la spécificité des cadres d'action administrative dans ce continent. La question est donc toute faite. Quelle est cette spécificité? La spécificité étant la logique protectionniste avancée, on devrait rappeler que dès l'indépendance, il y avait une quête duale. D'abord, développer les États, et ensuite, faire des nations. Et pour parvenir à ces objectifs, il était nécessaire que les États soient forts, et donc que les administrations soient également fortes. Cette force que le droit devait donner à l'administration a fait, avec le temps, que l'administration soit aujourd'hui considérée et même regardée, il suffit d'examiner le texte, comme étant prioritaire dans les choix du constituant, peut-être, du législateur surtout, et des actes réglementaires de manière évidente. Et donc, l'étude que nous avons essayé de faire nous amène à voir, dans certains États, nous avons choisi comme échantillon le Bénin, le Gabon, le Togo, la Centrafrique, le Sénégal et surtout le Cameroun, que d'une part, nous aurons des fortifications normatives pour l'administration et d'autre part, l'organisation administrative
retenu. Qu'est-ce qu'on entend par fortification normative pour l'administration? C'est que quand vous étudiez ces ordres juridiques, vous constatez que les différents textes qui s'y trouvent et qui concernent l'administration donnent cette priorité. Nous avons le domaine du règlement, qui n'est pas simple. Nous nous souvenons de 1958, et si on reprend l'article 34 de la Constitution française, on vous décline le domaine de la loi. Et donc, on essaie de mettre fin au légicentrisme. Le général de Gaulle pensait qu'il était nécessaire que l'administration soit solide, mais surtout que le gouvernement soit stable. Et de ce fait, il fallait restreindre la sphère d'intervention, ou plutôt dire très clairement ce que le législateur peut faire en termes de loi. Il a donc été déterminé un domaine de la loi. Et le domaine du règlement est également prescrit, mais par prétérition, c'est-à-dire qu'on ne décline pas, on n'énumère pas. Et le fait de ne pas énumérer suppose que le domaine du règlement est étendu. C'est la première conséquence. Mais autre chose, c'est que quand on examine toujours ces différents ordres juridiques, on constate ci et là, mais particulièrement pour le cas camerounais, ce que nous avons qualifié de déclassement de la légalité administrative. Le déclassement de la légalité administrative, c'est simplement ce phénomène par lequel, si ailleurs une protection juridique devrait être accordée par la loi, au Cameroun, on constate que cette protection juridique est plutôt accordée par le gouvernement. Nous avons pris quelques bons exemples, le Bénin, le Togo, le Gabon, la Centrafrique, pour le cas des statuts relatifs à la fonction publique de l'État. Ces statuts sont des lois. Ils ont suivi l'exemple français. Mais au Cameroun, le statut dont on parle est un décret. Ça signifie que des exigences de protection du travailleur, du fonctionnaire, telles les droits de la défense, qui pourraient donner lieu à des contentieux, sont déterminées par l'administration elle-même, qui fait donc les textes qui sont supposés restreindre son domaine d'action, son domaine d'intervention. Voilà un signe de ce protectionnisme administratif. Nous avons toujours pris dans le même cadre des pouvoirs qui sont dévolus au président de la République et qui, de notre point de vue, c'est modeste, mais quand même d'observateur, montrent que ces pouvoirs ne sauraient être dévolus au président de la République. C'est le cas de la création des tribunaux administratifs parce que il est disposé dans la loi de 2006, en l'article 5.2, qui organise les tribunaux administratifs, que le président de la République, suivant les nécessités de service, peut organiser le ressort d'un tribunal administratif par décret pour étendre le ressort ou revoir le ressort, c'est-à-dire diminuer. Et à partir de là, on a ce qu'on appelle l'interrégionalité. Un tribunal administratif qui a des magistrats indépendants, des magistrats rétifs, peut se voir englobé par un autre tribunal administratif dont le président, ou plutôt les membres, le collège des juges, qui appliqueraient le ressort, seraient davantage exposés ou seraient davantage disposés à donner la priorité et à protéger les décisions administratives. Voilà là quelques éléments qui montrent que le domaine du règlement montre dans certains États qu'il y a une spécificité du cadre de l'action administrative. Il s'agit aussi de la codification. Relativement à la codification, on pose la question de savoir si le droit administratif est encore jurisprudentiel. Et on devrait se poser la question de savoir si le droit administratif camerounais a véritablement été jurisprudentiel. Nous avons des décisions du juge, mais on constate une forte concurrence des codes. Il y a donc l'essor de la codification faisant qu'on emprunte, le professeur Marcus parlait de logique privatiste, on emprunte à la logique privatiste la tendance au code.
Le code est nécessaire parce que le code a pour vocation de fixer et de sécuriser les rapports